Cet entretien fait suite à un autre qui évoquait les limites humaines rencontrées durant toute l'expérience médiumnique. Aujourd'hui, il sera question des besoins d'un médium. Un médium reçoit des messages d'une origine inconnue. Ces messages sont compris souvent intuitivement, parfois à travers un langage plus élaboré. La capacité à recevoir des messages ne lui donne pas au médium la compréhension spontanée de ce qui se passe ni de ce qui se dit. Quelqu'un qui reçoit un message que d'autres ne perçoivent pas est possiblement un dingue, et le médium est le premier à s'en préoccuper. Et c'est pourquoi il aura souvent cette réaction très humaine et très profonde et tout à fait naturelle d'aller chercher à nommer ce qui se passe pour pouvoir comprendre ce qui se passe. Car qui dit message dit une forme d'intelligence qui l'envoie. Autrement dit, il existe un monde occulte dont on ignore à peu près tout et qui produit les informations que le médium se met à capter. Et donc ça fait poser question. C'est quoi ce monde-là ? Qui cherche à communiquer ? Et cette source ou cette entité, comment elle s'appelle ? Qu'est-ce qu'elle raconte en réalité ? Et pourquoi ? Etc. Donc le médium se pose ce genre de questions et il va chercher les explications. Les explications ne seront pas à chercher dans la science, qui tâtonne dans ces domaines particulièrement, ni dans les religions, qui bien souvent se méfient, voire condamnent, spécifiquement ou alertent sur ces pratiques. Donc restent des systèmes dits alternatifs qui s'appelleront ésotériques, occultes, théosophiques, magiques et d'autres. Et ces systèmes sont nombreux à proposer des explications. Alors certains diront que l'interlocuteur, ce sont des anges, d'autres diront des esprits de personnes du passé, ou bien des guides spirituels, ou bien des peuples oubliés, ou bien des esprits d'animaux, etc. Alors mon propos n'est pas du tout d'entrer dans les détails de ces systèmes, ni de les critiquer. Ce qui nous intéresse, c'est qu'ils remplissent une fonction très importante pour le médium. Ils lui permettent de nommer l'expérience qu'il traverse pour donner du sens, pour donner une explication à ce qu'il vit. Et le médium choisira la théorie qui lui semblera la plus plausible. Les sources ne sont pas des sciences exactes, elles ne décrivent pas un réel comparable au réel que tout le monde peut expérimenter avec ses sens, mais la théorie permet d'accéder à une explication plausible. Après, en tant qu'hypersensible, il va utiliser son intuition ou son imagination pour combler les vides ou interpréter ce qui est parfois confus ou approximatif dans la théorie qu'il aura choisie. Et cette théorie sera très importante pour lui. Elle donne du sens, elle structure la compréhension de la personne par rapport à ce qu'elle vit. Et le système adopté aura donc une fonction en quelque sorte de Bible, une fonction de référence, une base permettant de valider l'expérience de la réception de ces messages ou la captation de ces messages. Le médium prendra donc ce modèle du monde pour de la connaissance, parce qu'il sera trop heureux de trouver des informations qui donnent du sens à l'expérience étrange qu'il traverse. Et sans cette théorie, énoncée avec une apparence de logique humaine et adaptée à la culture moyenne du médium, les messages n'auraient pas le moindre sens. Et le soi-disant médium, à ce moment-là, ce serait juste un dingue qui entend des voix, les voix d'un ami imaginaire, on va dire. Donc il est un peu obligé de se doter d'une théorie, comme ça. Nous avons vu dans l'entretien précédent que le médium est implicitement obligé de faire confiance et de s'ouvrir au monde occulte. Ici, il éprouvera pour la théorie choisie une foi, une certitude, au même titre que des connaissances de type scientifique ou rationnel. La contrepartie théorique de notre besoin très humain de connaître et de nommer s'ajoute à l'obligation donc d'exposer son âme, sa conscience, à un monde occulte dans lequel il n'y a pas vraiment de repère sur ce qui est vrai, faux, sincère ou non, ce qui est présent, passé, avenir, ou la différence entre soi et ce qui n'est pas soi. Si je reprends ce que je disais dans le premier entretien, le médium est un peu obligé de faire confiance à ce qu'il perçoit, et il se dote de grilles de lecture qui viennent asseoir cette confiance. Et je remarque que le médium ou les personnes qui le consultent, tous sont des sujets auditeurs, on n'est pas débatteurs. C'est une situation d'obéissance ou de dépendance vis-à-vis de la source, dont finalement on ignore tout, sauf à se référer à des hypothèses plausibles et nécessairement réinterprétées. Je terminais le dernier entretien par rapport aux personnes qui viennent consulter un médium en posant la question de savoir si elles étaient concernées par ces portes ouvertes ou non. C'est vrai qu'elles ne sont pas en situation de débattre. Tout comme le médium, en fait, le fait même d'écouter les messages qui viennent d'un monde occulte met dans la situation d'un consentement tacite. On est censé avoir confiance dans cette source. Et de fait,
Les âmes, même comme celles du médium, sont tout à fait ouvertes et elles restent passives, elles font confiance. Et nous verrons dans une prochaine série d'entretiens les rapports que l'on entretient, tout un chacun, avec ces univers occultes, de manière tout à fait consciente, les liens qui sont en jeu, les portes qui s'ouvrent, etc. Tout ce qui est en jeu là-dedans. Mais il nous faut conclure. La médiumnité peut apporter l'impression d'accéder à des dimensions sacrées, mais cet accès se paye le prix fort. Plus encore que la confusion intérieure ou le doux délire, ça peut être jusqu'à l'aliénation, c'est-à-dire à un moment donné, le médium peut perdre sa liberté de choix en plus de la confusion, en plus des nerfs qui lâchent, etc. C'est juste une question de temps, à moins de revenir en arrière pour fermer la porte et renoncer à certaines choses. Il y a peu de sources de prévention concernant les risques dont nous parlons ou cherchons à mettre en évidence. Pourtant, c'est un sujet très sérieux et qui me semble tout à fait important. Et c'est pourquoi je vais revenir sur ces sujets des portes ouvertes sur l'occulte ou sur la fréquentation de l'occultisme avec une nouvelle série à venir qui concernera un public plus large que celui des seuls hypersensibles. Mais je dois d'abord terminer ce tour des questions liées à l'hypersensibilité avec le rapport de l'hypersensibilité avec la spiritualité et le sacré. À bientôt! Allez, salut!